Une partie de la France bloquée au passage de la vague de neige. Le trafic SNCF s'est interrompu notamment autour du centre névralgique du Mans. Circulation à haut risque sur certaines routes et autoroutes et de nombreuses coupures d'électricité. Moins de chômeurs mais pas davantage de population active, c'est le paradoxe des chiffres de novembre. Le traitement social mais aussi la démographie expliquent pour une bonne part la décrue. De nouveaux électeurs sur les listes, ce sont pour la plupart des jeunes sensibilisés par la mobilisation d'un certain nombre de vedettes ou de stars qui ont fait la démarche d'aller s'inscrire, notamment après les émeutes du mois dernier. Dîner au comme chez soi, un luxe que l'on peut s'offrir exceptionnellement un soir de réveillon, avoir un vrai chef qui prépare tout et vous sert à domicile, c'est le prix d'un repas dans un grand restaurant. Et toujours à la rubrique luxe, le dernier chic, c'est le Riad à Marrakech. Depuis quelques années, de riches touristes se sont épris de ces palais qu'ils louent ou restaurent. Certains parfois les transforment même en chambres d'hôtes. Madame, Monsieur, bonsoir. Au fur et à mesure que la vague de neige a traversé la France, d'est en ouest, les réseaux ferrés, électriques et routiers ont affiché des clignotants rouges. Les blocages les plus spectaculaires ont été ceux de la SNCF, avec près de 2000 passagers dans des TGV immobilisés entre Paris, la Bretagne et les Pays de Loire. Explications et reportages, Séverine Lebrun et Patrick Desmully. Bloqué en pleine voie pendant plusieurs heures. En cause, le givre déposé sur les caténaires qui rompt l'alimentation du train. Des centaines de passagers bloqués, dont certains, à bout de patience, ont rejoint à pied la gare la plus proche. On a marché pendant 1,5 km sous la pluie, le froid, le verglas. On est bloqué depuis 8 heures ce matin. Il est 2h moins 20. Ici, c'est à quai que les passagers ont passé 7 heures, tant bien que mal, sans vraiment savoir ce qui leur arrivait. La SNCF ne nous a pas informés depuis au moins 1 heure de l'avancement, éventuellement, je ne sais pas, s'ils font des travaux en amont, s'ils ont quelque chose à faire, on ne nous informe de rien. Au Mans, région la plus touchée, 7 TGV ont été totalement bloqués. Résultat, 2000 passagers en souffrance. Dans l'urgence, ils ont été accueillis dans ce gymnase. Toute la région ouest a été paralysée toute la journée. À Rennes, 4 à 5 heures de retard en moyenne. 6 heures Paris-Rennes, comme c'est très fort. En bout de chaîne, c'est la cacophonie. Gare Montparnasse à Paris. Louis Gallois, venu à la rencontre des passagers, fait les frais de leur exaspération. Oh là là, c'est la catastrophe la SNCF. C'est compliqué, c'est très compliqué. Je voudrais savoir comment ils font en Scandinavie, monsieur Gallois. Monsieur Gallois, comment ils font en Scandinavie? Ils n'ont jamais de problème, eux. Mais si, ils en ont. Ah, pas beaucoup, hein. Moins que nous en tout cas. Moins que nous. Il y a beaucoup de désorganisation de la circulation. Les trains seront en retard, mais nous acheminerons tout le monde ce soir vers Bordeaux, vers Nantes, vers Rennes et la Bretagne. En dédommagement, les passagers de 11 TGV ouest seront intégralement remboursés. Mais attention, la SNCF redoute maintenant des difficultés en région Rhône-Alpes dès ce soir. Sur les routes, la circulation a été interdite aux poids lourds dans plusieurs départements de l'ouest de la France et la sécurité routière a recommandé à chacun de ne pas circuler sauf en cas d'extrême nécessité. Explication à un reportage de Karine Comadi avec Mathias Sillon et Lionel Langlade. La voiture est irrécupérable, sa conductrice miraculeusement indemne. Vitesse et verglas, le cocktail est explosif. Après avoir défoncé une barrière de péage, la voiture a fini sa course dans un camion. C'est un véhicule qui est arrivé à grande vitesse, qui n'a pas pu s'arrêter sur le verglas et qui s'est encastré sous le camion tout simplement. Voilà. Si on roule à plus de 50 km/h, là c'est trop dangereux. Ouais, vous restez sur la voie de gauche, vous essayez de doucement. Voilà. Entre Le Havre et Rouen, les conditions météo ont contraint les autorités à faire ralentir le trafic autoroutier. Dans la Manche voisine, les saleuses n'ont pas pu lutter. Le revêtement de l'autoroute A84 a disparu sous une épaisse couche de verglas. On a eu une pluie verglaçante qui a duré un quart d'heure et depuis ça gèle à fur et à mesure. Alors c'est un vrai combat contre une patinoire? Tout à fait. On est à 3 camions sur 17 km à peu près, enfin une vingtaine de kilomètres. Et on n'arrête pas de saler. Il vous reste une seule solution, la 175, l'ancienne. L'automobiliste normand n'a pas eu droit à l'hésitation. Toute la matinée, l'autoroute et la voie rapide qui contourne Saint-Lô sont restés fermés. Les itinéraires bis que l'on avait prévus sont devenus très délicats, voire impraticables, comme la 174 ici. Les gens comprennent quand vous leur expliquez? Tout à fait, je crois que tout le monde, depuis 4 jours, on est dans la même situation, donc les gens commencent à s'habituer. 14 heures, l'autoroute A84 est rouverte, mais cette fois sous la pluie.
Au PC des autoroutes Paris-Normandie, pas le temps de souffler, on suit en direct les premiers départs vers l'ouest. On a un gros afflux de circulation. Bon, les gens ont l'air à peu près raisonnables, d'après ce qu'on peut voir cet après-midi, en espérant qu'on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de catastrophe, quoi. Après 4 jours de neige et de travail sans relâche, la patrouille de surveillance reprend du service. On n'a plus de neige là pour l'instant, on n'a plus de verglas et c'est le principal. Les intempéries ont refroidi les vacanciers. Au péage de Beuzeville, ce soir, on comptait moitié moins de passages que l'an dernier. Nouvel An cette année sera plus casanier. Ce soir, plus de 100 000 foyers sont privés d'électricité dans le Nord-Pas-de-Calais après l'interruption de l'alimentation de lignes à haute tension en raison, là encore, de chutes de neige et de pluies verglaçantes. Dans l'Ouest, EDF travaille à rétablir le courant, notamment dans l'Orne et le Perche. Ces coupures d'électricité ne sont qu'une des conséquences des intempéries d'aujourd'hui. Loïc Delamornay. N'entreprendre des déplacements que s'ils sont indispensables. À voir ces autoroutes de la région lilloise, on comprend aisément la recommandation du Centre national d'information routière. Route uniformément blanche ou pluie verglaçante, dans la journée les difficultés se sont déplacées de l'ouest, désormais en redoux, vers le reste du pays. Une quarantaine de départements sont placés en vigilance orange jusqu'à demain après-midi. En Rhône-Alpes, PACA ainsi que dans le Massif central, de nombreux axes imposent des restrictions aux poids lourds jusqu'à demain matin. Sur les parkings, les routiers se préparent à passer la nuit. C'est pas dégagé, ça glisse trop là. C'est dangereux pour les camions. Oui, c'est dangereux. Je suis bloqué par la neige de 15h jusqu'à demain matin 6h. Minimum. Enfin, j'espère que ça ira mieux demain matin. Partout, de nombreux accidents ont bloqué le trafic. Comme ici, dans la région de Limoges, où ce camion est sorti de la route. À Roissy, il a fallu passer toutes les pistes aux formiettes de potassium, l'équivalent d'un salage de 220 km d'autoroute. Le dégivrage de tous les appareils est obligatoire et prend du temps. Tout le trafic doit être réorganisé. On dégivre d'abord l'avion et ensuite on l'antigivre pour qu'il puisse décoller en toute sécurité. Sur les rails comme dans les airs, les voyageurs sont invités à se renseigner sur l'état du trafic au 36 35 pour la SNCF et pour les aéroports au 0805 77 02 03. Et même Paris aujourd'hui avait revêtu son blanc manteau de vent et de froidure. Les automobilistes qui s'aventuraient dans les rues en étaient tout embarrassés. Mais sur la butte Montmartre, l'ambiance était festive. Attention à la glissade, Thomas Rambaud et Delphine Paric-Miller. Voilà. On essaie de la faire le plus rond que possible. La plus compacte aussi. Hein. Voilà. Et après on lance. Voilà, et après on lance. Atmosphère de station de ski. Bienvenue à Montmartre-sur-Neige. D'un coup, tout s'est couvert de neige, tout est devenu blanc. C'est vraiment très beau. On en profite. Il y a même les boules de neige qui volent. Blizzard, blizzard. Vous avez dit blizzard? Comme à la montagne, pour les touristes, c'est capuche et attention à la marche. Tant pis si les terrasses sont vides, les verres, eux, sont pleins. Ce qu'on peut proposer aux gens, ce qu'ils veulent, vin chaud, grog, enfin des boissons chaudes, quoi. Mais bon, c'est surtout le chocolat qui marche, l'alcool c'est plus trop d'actualité. Surtout quand ça glisse. Chez les peintres, le blanc ne fait pas forcément un tube. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas... on ne peut pas travailler comme ça. La masse est gelée. Je ne savais pas qu'elle allait tomber la neige, je ne suis pas venue. Les touristes délaissent les échoppes. Pourquoi avoir en petit ce que l'on peut avoir en grand? Et Météo France a lancé cet après-midi encore un bulletin de vigilance orange pour 24 départements. Vous les voyez depuis le nord jusqu'aux Alpes en passant par la Bourgogne et l'Auvergne. Alerte à la neige et aux pluies verglaçantes. Évitez donc de circuler. Et sachez qu'en l'espace d'une heure en Bretagne, la température est passée de 0 à 11 degrés avec le redoux. Cette vague de froid et de neige concerne toute l'Europe. En Grande-Bretagne, c'est l'hiver le plus froid depuis 10 ans, avec, vous le voyez, des chutes de neige importantes, jusqu'à 10 cm par endroit. Il devrait encore neiger dans le Kent et le Yorkshire. En Allemagne, c'est la région de Hambourg qui a été particulièrement touchée par le froid, qui perturbe l'activité portuaire. Les camions ont beaucoup de peine à circuler. Vous voyez qu'on les sale au fur et à mesure. En Italie, le froid a déjà causé la mort de 300 abris et pour la première fois depuis 21 ans, Florence était sous la neige. À Rome comme à Naples, on a également enregistré des records de froid.
En France, les Restos du Cœur ont décidé d'élargir leurs horaires d'ouverture pour faire face à une demande plus importante. Ils distribueront aussi des couvertures et des duvets. Selon l'association, plus de 600 000 personnes se présentent tous les jours dans les centres de distribution. Le SAMU social, désormais, lui aussi, ne se contente pas d'intervenir la nuit, mais également le jour. Il s'agit de gagner la confiance des SDF pour les amener à ne pas dormir dehors la nuit par ces grands froids et aussi à se faire soigner pour aider à se réinsérer. Laetitia Legendre et Francis Forger. C'est un pari sous le givre qui s'éveille tout juste. Mais l'équipe du SAMU social, elle, est déjà sur la brèche. Après une semaine de grand froid, ils sont particulièrement vigilants. Ce matin, c'est un Polonais renversé la veille par une voiture qui demande leur aide. Les jours, ils vous donnent quelque chose, un café, ils viennent vous voir? C'est important? Oui, j'ai moins mal. Arnaud, l'infirmier, le connaît bien, sait qu'il est dur à la douleur. Je vais mettre de la crème. S'il accepte les soins, c'est que ça doit être grave. Mais l'homme refuse toute hospitalisation. Une décision que les équipes respectent. L'important, c'est de gagner jour après jour leur confiance, de tisser une relation parfois fragile, mais une relation tout de même. C'est vrai que la nuit, les préoccupations des personnes, c'est avant tout d'être mis à l'abri, de pouvoir dormir. Ils sont extrêmement fatigués. Donc la journée, il est plus possible de mettre en place un travail, un suivi. Il ne faut pas croire que les choses vont se passer en une rencontre, quoi. Le froid se fait plus vif, plus mordant. Mais les irréductibles s'accrochent encore, toujours à leur abri de fortune. Pour Stéphane, cette bouche de chaleur du métro, c'est son lieu de vie. Vous voulez pas qu'on monte dans le camion pour discuter? Au chaud? Moi j'ai chaud, moi. Mais pas mal, là. Alors, pas question pour lui de laisser sa place. C'est encore de l'argent du RMI, alors là, si je vais dans un centre, il ne reste plus rien. C'est pour ça que vous voulez pas aller en centre d'hébergement? Voilà, vous avez tout compris. Soigner les corps, panser les cœurs, de petites attentions qui amènent quelquefois les SDF à consulter une assistante sociale, à revenir dans la vie, même si c'est pas toujours gagné. Pourquoi vous n'allez pas dans des centres de jour? Moi j'ai 52 ans, moi je vis pas à 20 ans dans la rue, moi, j'ai pas besoin de ces centres. L'équipe de cette maraude de jour, financée par un mécène, suit ainsi quotidiennement une dizaine de personnes. Stéphane a accepté quelques soins, un café. Son réveillon, il le passera sur sa bouche de chaleur. Et le gouvernement a décidé d'élargir le plan grand froid qui permet d'ouvrir des lits supplémentaires dans les structures d'accueil. Ce soir, 80 départements sont en alerte de niveau 2 et à titre préventif, 8 départements sont en alerte de niveau 3. Il s'agit du Gard, de l'Hérault, de la Haute-Corse dans le sud et puis aussi des Ardennes, de la Manche, de la Haute-Loire, de l'Ille-et-Vilaine, de la Marne, de la Haute-Marne dans le reste du pays. Le chômage a baissé en France pour le 8e mois consécutif, ce qui constitue, selon Jean-Louis Borloo, le ministre de la Cohésion sociale et de l'Emploi, un véritable retournement de tendance. Cette analyse, cependant, est tempérée par les économistes qui soulignent que les créations d'emplois stagnent. L'amélioration statistique serait due au traitement social ou à l'évolution démographique. Explication Julien Beaumont et Virginie Travers. Un bon chiffre pour bien finir l'année. 2 329 000 chômeurs en novembre. C'est 28 000 de moins que le mois précédent. Une courbe en baisse depuis 8 mois. Le taux de chômage en France aujourd'hui est de 9,6%. Les contrats à nouvelle embauche montent en puissance. 220 000 signés depuis août. Ils représentent 11% des embauches dans les entreprises de moins de 20 salariés. Pour le gouvernement, les effets du plan Borloo se font sentir, avec notamment les contrats aidés. 120 000 contrats civis signés par les missions locales. C'est-à-dire 120 000 jeunes qui se trouvaient en difficulté après la sortie du collège ou du lycée, qui sont accompagnés et qui vont pouvoir aller vers l'emploi. Les spécialistes, eux, voudraient bien que le gouvernement crée autre chose que des emplois subventionnés. C'est une nécessité lorsque le chômage est élevé. Mais ce n'est pas le moteur permanent des créations d'emplois. Le moteur permanent des créations d'emplois, c'est évidemment des créations d'emplois dans les entreprises privées, c'est-à-dire dans le secteur productif. Et ceci dépend bien sûr de la croissance. Les économistes tablent sur une croissance de 2,2% en 2006. Pas suffisant selon eux pour que le chômage baisse significativement. Certes, le bâtiment recrute tout comme le tertiaire, mais ce n'est pas le cas de l'industrie. Dans ce contexte, le chômage devrait quand même passer sous la barre des 9% en 2006, notamment grâce au départ massif en retraite.
C'est une première dans le monde bancaire français. Le CIC fera désormais payer à ses clients 50 centimes d'euros par chèque pour ceux qui effectuent plus de 15 opérations non automatisées par trimestre. En gros, selon la banque, c'est une incitation pédagogique à utiliser les distributeurs automatiques. Calcul et explication, Christelle Marty, Madi Diawara et Antonin Broutard. Pour inciter leurs clients à utiliser les guichets automatiques, la banque du CIC frappe fort. À partir du 1er janvier, les opérations non automatiques seront facturées 50 centimes d'euros au-delà de 15 opérations par trimestre. Pour les clients de la banque, la nouvelle est un peu dure à encaisser. 15 opérations par trimestre, c'est pas beaucoup, ça fait 5 par mois, donc le nombre est vite atteint. C'est un peu scandaleux, quoi. Je trouve que c'est un peu exagéré. Comme moi, j'ai pas mal de comptes, plus mes enfants, plus notre société. On va peut-être retirer nos comptes. En clair, le CIC fera donc payer ses clients s'ils abusent du guichet de l'agence. Pour déposer ou émettre des chèques, les retraits et les versements d'espèces sont aussi concernés. Cette tarification n'a rien d'illégal, mais les associations de consommateurs dénoncent la démarche. Toutes les banques s'étaient engagées depuis l'an dernier à ne plus facturer ce service. Donc clairement, là, ils violent leur propre engagement, ce qui fait qu'on ne peut plus faire confiance en la parole bancaire. En lançant cette tarification, le CIC ouvre une nouvelle brèche. Ses concurrents ne semblent pourtant pas prêts à lui emboîter le pas. Le Conseil constitutionnel a donné son feu vert au bouclier fiscal qui plafonne le taux d'imposition à 60% pour les plus hauts revenus. En revanche, il a annulé le dispositif qui prévoyait de limiter les déductions fiscales en raison de son extrême complexité. Ces niches fiscales sont donc maintenues. Un cadeau riche selon le Parti socialiste qui en l'occurrence fait un peu figure d'arroseur arrosé puisque c'est le Parti socialiste lui-même qui avait saisi le Conseil constitutionnel contre ce bouclier fiscal. Explication Mallory Ewanou et Catherine Juste. Le budget 2006 aura connu une naissance difficile. Au cœur des affrontements, la réforme de l'impôt sur le revenu et des niches fiscales. Celle-ci prévoyait de limiter les déductions à 8 000 euros par foyer, plus 1 000 euros par enfant ou parent à charge. Exemple d'avantages plafonnés, ceux liés à l'emploi d'un salarié à domicile, aux frais de garde pour jeunes enfants, à l'investissement dans le locatif ou dans une PME. Une mesure de justice sociale insuffisante pour la gauche. De nombreuses carottes fiscales échappaient à la règle et seuls quelques milliers de ménages devaient être touchés. En saisissant le Conseil constitutionnel, les députés socialistes et verts espéraient donc l'étendre. Elle sera au contraire annulée. Le Conseil a jugé qu'elle était d'une excessive complexité qu'aucun motif d'intérêt général ne suffit à justifier. Le point de départ de cette réforme, c'était le plafonnement, ce qu'on appelle le bouclier. Donc on ne paye pas plus de 60%. Et puis de l'autre côté, on avait dit, mais en compensation, il n'y aura plus de niches fiscales où elles seront plafonnées. Or, la décision du Conseil constitutionnel, c'est que les niches fiscales ne sont plus plafonnées. Donc, les plus riches de nos concitoyens gagnent au tirage et au grattage. Car l'autre volet de la réforme fiscale qui, lui, plafonne les impôts directs à 60% des revenus a bien été validé. La gauche se trouve donc prise à son propre jeu. Ce dispositif allègera considérablement la contribution de quelques 6 000 foyers très aisés et devrait coûter 358 millions d'euros à l'État. Le Conseil constitutionnel qui a également donné satisfaction aux transporteurs routiers. Ils pourront récupérer la TVA payée sur les péages entre 1996 et 2000. Une décision qui, pour la profession, représente la coquette somme de 1 milliard d'euros. Ce sont des jeunes qui ont été sensibles au discours de ceux qui leur disaient qu'il fallait aller voter alors en prévision des prochaines élections. Ils ont été nombreux à s'inscrire sur les listes électorales, notamment dans ces banlieues où il n'y a pas si longtemps les voitures brûlaient. Alexandre Cara et Yacine Benjanet. Il y a à peine un mois, à quelques mètres d'ici, des voitures flambaient. Aujourd'hui, les jeunes réunis au pied de la cité de la Grande Borne ont décidé de répondre à leur manière à la violence de l'automne. Moi, je ne peux pas te dire pour qui tu vas voter. Tout ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu aies ta carte. Donnez aux jeunes, là. Tiens. C'est le dernier qui va voter. Voilà, c'est le dernier, c'est toi qui le représente. Tu vois ce que je veux dire? Tu donnes ça à ton grand frère. Même si tu es trop petit, tu le donnes à ton grand frère. L'association Vote ou Crève est née en décembre 2005. Objectif, lutter contre l'abstention massive des cités et surtout, faire passer un message aux hommes politiques. Ça représente la possibilité de pouvoir dire à la France entière qu'on est français et pouvoir justement s'exprimer le fait que nous aussi politiquement on est vivants. Clichy-sous-Bois, c'est ici que les émeutes ont commencé. En cette veille de Nouvel An, la mairie connaît une affluence record pour cause d'inscription
sur les listes électorales. Je crois que les émeutes ont été un facteur déclenchant de prise de conscience que c'était pas la bonne solution de brûler des voitures et de brûler des gymnases. C'était même la très mauvaise solution. Personne n'a dit l'année prochaine. L'année prochaine, il ne faudra pas que tu oublies, parce que c'est important l'année prochaine. Bonjour. Bonjour. Pourquoi une inscription sur la liste électorale. Un simple geste civique qui s'accompagne parfois d'un discours militant. Nous, les jeunes de banlieue, on va nettoyer le monde politique au Karcher aussi, en votant. Et s'il n'y a pas de scrutin national en 2006, tous pensent déjà à 2007. Mais pour certains élus, il faut voir encore plus loin. Ces jeunes-là, ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'entre eux feraient de très bons élus et on a besoin d'eux pour faire fonctionner une assemblée municipale, par exemple, puis plus tard une assemblée nationale, qui représente toute la société française et pas un tout petit bout. Pour Baz, Taraki, Dominique et les autres, la mobilisation doit continuer au-delà du 31 décembre, pour que les banlieues françaises ne soient plus synonymes de désert politique. Pour éviter les débordements de la nuit de la Saint-Sylvestre, 25 000 policiers et gendarmes, dont 70 unités de CRS, seront mobilisés au cours du week-end et 4 500 d'entre eux seront en service pour la seule capitale. Par ailleurs, la vente de carburant au détail a été interdite dans plusieurs départements, notamment en région parisienne, mais aussi en Midi-Pyrénées et en PACA. L'objectif est de prévenir les répliques des émeutes de l'automne. Explication Franck Guénozo et Mathias Barois. On a les jerrycans qui sont en stock. Voilà les jerrycans. On n'a pas le droit de vendre dans des jerrycans et on l'a mis dans le stock. Les bidons d'essence au placard. Depuis le 23 décembre, cette station ne peut plus vendre de carburant au détail. Les bidons ont donc été retirés des rayons, ce qui conduit parfois à des situations inédites. Hier, j'ai reçu un monsieur et il était tombé en panne et j'ai vu sa voiture d'ici. Donc, dommage pour lui, il n'a pas pu avoir de l'essence. La mesure est actuellement appliquée dans un département sur 4, et notamment dans tous les départements d'Île-de-France. L'idée est de limiter les risques d'incendie volontaire durant les fêtes. Dans certains cas, elle ne s'applique qu'aux mineurs, dans d'autres, à toute la population. Je ne sais jamais à quelle fin ça sera utilisé. Bon, je pense que c'est quand même mieux. Ça dépend. Si c'est pour faire des conneries avec, moi je pense que vraiment ça vaut le coup. Aucune dérogation, en tout cas pas sans l'autorisation de la police. Les forces de l'ordre font régulièrement le tour des stations essence. On sillonne l'intégralité des stations-service du département, on rappelle les consignes, on regarde bien s'ils ont les arrêtés, et puis on regarde aussi également si les automates sont neutralisés. Neutralisés ou sous surveillance, comme ici à Suresnes. Entièrement automatique, cette station est désormais arpentée par un vigile 24 heures sur 24, histoire de dissuader ceux qui voudraient se servir la nuit avec leur carte bancaire. Ces restrictions devraient pour la plupart être levées le 2 janvier. La famille de Bernard Planche, otage français enlevé le 5 décembre à Bagdad, s'est manifestée officiellement, extrêmement discrète. Jusqu'ici, la fille de Bernard Planche, Isabelle, accompagnée par son oncle Gilles, a lancé un appel sur la chaîne Al Arabiya. Écoutez-les. Je m'appelle Isabelle, je suis la fille de Bernard Planche, otage français. Il est venu aider à la reconstruction pour le peuple irakien. Nous avons confiance et sommes sûrs que vous ne lui ferez pas de mal. Libérez-le s'il vous plaît. C'est mon père et je l'aime. Voilà, le Quai d'Orsay qui suit évidemment cette affaire avec la plus grande attention. Le porte-avions Clémenceau pourra appareiller pour l'Inde, où le navire doit être désamianté et démantelé. Après moult rebondissements, le juge des référés du tribunal de Paris a rejeté les requêtes des associations qui demandaient la suspension du départ du porte-avions. Selon la préfecture maritime de Toulon, le Clémenceau est techniquement prêt à appareiller. Un détachement de 78 militaires de la sécurité civile avec 3,5 tonnes de matériel a quitté tout à l'heure Roissy pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie à bord d'un Airbus de la Défense. Ils vont prêter main forte aux sapeurs-pompiers de l'île qui luttent sans succès depuis le 23 décembre contre d'importants incendies de forêt dans la périphérie de Nouméa. La Nouvelle-Calédonie ne dispose que de 2 camions-citernes, 2 avions bombardiers d'eau et une quarantaine de pompiers, ce qui est évidemment nettement insuffisant. Un violeur en série, démasqué et trahi par son ADN, âgé de 25 ans, incarcéré pour tentative de cambriolage à Toulouse. Il serait l'auteur de plus d'une dizaine de viols commis depuis 2002 à Clermont-Ferrand, Paris, Vichy et Montpellier. Explication Amaury Guibert et David Fossard. Les policiers étaient sur sa trace depuis plusieurs mois et c'est son ADN qui l'a trahi. L'homme âgé de 25 ans est soupçonné d'être un violeur en série. Cette piste est évoquée en octobre dernier. À Clermont-Ferrand, dans cette résidence pour étudiants, une jeune femme est violée dans son studio. L'agresseur a escaladé la façade pour entrer chez elle et ce mode opératoire rappelle aux enquêteurs d'autres cas dans d'autres villes.
En tout, depuis 2002, une dizaine d'affaires et à chaque fois des similitudes dans le comportement de l'agresseur. Il pénètre chez ses victimes par escalade, qu'il les agresse de façon à ne pas être identifiés, c'est-à-dire par derrière et en prenant des précautions pour masquer leur visage et empêcher qu'elles puissent le regarder. Et ensuite, quitte les lieux en prenant certaines précautions pour ne pas être identifiés. C'est l'ADN qui va accélérer l'enquête. En janvier, une femme est violée dans ce foyer de jeunes travailleurs à Paris. Une trace génétique est retrouvée par la brigade criminelle. Elle correspond à une autre trace prélevée sur la scène d'une agression à Clermont-Ferrand. Les policiers interrogent alors le fichier national des empreintes génétiques. Un nom apparaît, celui d'un homme emprisonné à Toulouse pour une tentative de cambriolage. Ce soir, des policiers doivent l'interroger dans sa cellule avant son transfert à Clermont-Ferrand où il devrait être mis en examen. Si le réveillon ne vous inspire pas, si l'idée de faire la cuisine vous assomme, si les courses au marché vous rebutent et si malgré tout vous avez invité quelques amis à votre table, alors un homme peut vous sauver. Il s'appelle Laurent, il est chef à domicile. Portrait et tarifs avec Christelle Marty et Frédéric Capron. Je vais prendre 6 crevettes de Madagascar. C'est pour le client de ce soir qui a choisi des filets de sole juste poêlés avec des légumes croquants. Laurent Veillé est chef cuisinier. Il a rendez-vous aujourd'hui chez des particuliers. C'est monsieur Veillé, chef service. Vous voulez de l'aide? Non, ça va aller. Il est chef à domicile. Ce soir, il prépare un repas pour 6 personnes. Il s'occupe de tout. La maîtresse de maison n'a plus qu'à ajouter les petits détails. C'est vraiment la liberté, je suis avec mon fils, je fais la déco, je réfléchis pas trop à ce qui se passe en cuisine. Et après, je me dis que je peux aller me préparer tranquillement. Cuisiner à domicile, Laurent Veillé en fait son métier depuis presque 10 ans. Et la demande est énorme. Il a même dû embaucher 2 autres cuisiniers pour assurer le service. Ça correspond à plein de choses que les gens attendent. Le côté service, ça permet de se décharger de choses qu'on n'a pas le temps de faire. Et aussi se faire plaisir. Attention. Au menu de ce soir, ravioles de foie gras, suivi de filets de sole. La discussion, c'est... Hôtes et convives sont comblés. L'avantage, c'est que je reste à table. Je ne bouge pas de la table, je suis avec mes amis. On a l'impression d'être dans un super grand restaurant et en fait, on est chez des amis, donc... T'es mis le chef, hein. Ça, c'est agréable. Pour faire venir un chef à la maison, comptez entre 45 et 90 € par personne. Une partie de la facture est déductible des impôts car il s'agit d'un emploi à domicile. Aujourd'hui, une 50aine de chefs proposent leurs services dans toute la France. C'est beau. Option luxe toujours, et pour ceux qui préfèrent les 1001 nuits, l'exotisme se trouve dans le vieux quartier de Marrakech, au cœur de la Médina. Et les riads de petits palais qui dissimulent en leur sein des jardins secrets attirent de plus en plus de touristes fortunés. Certains les transforment en hôtels et en maisons d'hôtes, et c'est Jean-Jacques Dufour qui les a testés pour nous. Comme la beauté d'une femme peut être cachée derrière un voile, la Médina de Marrakech dissimule derrière ses façades d'admirables jardins secrets que Cécile Tréal et Jean-Michel Ruiz nous ont permis de découvrir. Depuis la sortie de leur dernier bouquin, Maison et riad du Maroc, ils ont toutes les clés. Riad, ça veut dire jardin, donc s'il n'y a pas de jardin, c'est un dard. Et les gens font souvent la confusion. C'est pas du tout la même chose, quoi. Conçus pour héberger des notables, mais désertés depuis longtemps par les bourgeois marocains, ces petits palais font désormais le bonheur d'Européens plus ou moins nantis, d'Européens mais aussi et surtout de Français. Et les plafonds, les portes, on ne les a même pas ni repeints, ni exactement comme vous les voyez. On a essayé de conserver tout ce qu'on pouvait d'identique. Alors si j'en crois ce qui m'a été dit, depuis 4-5 ans, c'est la folie sur les riads. Oui, c'est même trop. Ça a attiré beaucoup de gens qui se disent qu'il y a de l'argent à faire. Dans notre rue, je crois que 14 ou 15 maisons d'hôtes ont ouvert dans les 3 dernières années. Acheter un riad et le transformer en maison d'hôte, c'est le rêve de beaucoup de nos compatriotes. On cherche en tout cas. Un riad? Oui. Ah, c'est à la mode, hein? Oui, tout à fait. Une mode qu'Olivier, artisan hôtelier français, a précédée en achetant ici il y a 10 ans. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire une maison d'hôte en pensant que c'est la poule aux œufs d'or. Et alors, ça l'est? Pas encore, chouïa, mais bon, ce qu'il faut dire, c'est que pour le faire correctement, il ne faut pas faire ça en dilettante. Il y a des gens qui arrivent, mais bon, on est à peu près 480, je pense, maintenant, entre les riads, les dars, les casbahs, en maison d'hôte, auberges, oui, dans l'hébergement. Et il y a 10 ans?
il y a 10 ans, on devait être 40. Transformée en restaurant, cette maison a appartenu au couturier Pierre Balmain. Combien vous l'avez payé? Oh, 100 000 euros. Et aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher? Certainement 10 fois le prix. 10 fois le prix? En tout cas, oui. Il en reste encore des riades à acheter? Oui, mais il faut les payer cher. D'autant qu'au prix d'achat, il faut en général ajouter la facture des travaux de restauration. Ici, c'est un ancien fondouk, qui est en fait un des motels de l'époque. Et ça fait partie des lieux qui sont recherchés par les investisseurs et les gens qui veulent s'acheter des riades. Là, celui-là, il y a des travaux, hein? Je m'y attaquerai pas en tous les cas. Si pour certains, cette invasion de la Médina a des allures de colonisation, pour d'autres, c'est une chance. D'une part, c'est un moyen de préserver en grande partie ce patrimoine. Et d'une autre part, ça a injecté pas mal d'argent dans la Médina et dans l'économie de la Médina. Et c'était une très bonne chose, je trouve. À propos d'argent, les bonnes affaires commencent à se faire rares. La Médina compte malheureusement moins de riades que de paraboles. Demain, le 28e Dakar partira de Lisbonne. Plus de 500 véhicules traverseront 7 pays, soit 9000 km parcourus en 15 jours. D'année en année, le Dakar attire de plus en plus de pilotes étrangers. Et cette année, un Américain relève le défi avec un véhicule monumental, un tout-terrain construit à l'origine pour l'armée américaine, mais qui a séduit aussi les stars de Hollywood. Portrait de ce concurrent avec Manu Tissier. Les rives du Tage avant le désert africain. Pour la première fois, le Dakar est à Lisbonne, ville départ d'une aventure de 9000 km. C'est aussi une première pour ce joujou à $1 million. L'énorme 4x4 américain fait ses débuts en rallye raid. Robbie Gordon a transformé le véhicule préféré des stars hollywoodiennes en bête de compétition. Aussi gonflé que ses 4 roues motrices, Gordon revient sur la course un an après son baptême du feu l'an passé et un spectaculaire accident. Le pilote ne doute de rien, surtout pas de la victoire. Nous ne serions pas là si nous ne pensions pas gagner. Je pense que nous pouvons gagner. Tout dépendra de notre organisation, de la préparation mécanique que nous aurons mise en place, mais nous avons travaillé très dur. Les Américains ne craignent plus personne avec leur drôle de machine. Ils sont de plus en plus nombreux à traverser l'Atlantique pour se frotter au rallye raid. Tous n'ont pas l'ambition de la victoire, mais le Sidecar 242 était l'une des attractions du parc ces jours-ci. Premièrement, rester en bonne santé, pas de gros bobos. Deuxièmement, surtout s'amuser. Troisièmement, rallier Dakar. Et quatrièmement, être le premier sidecar. Plus de 500 machines s'élanceront demain. La 28e édition atteint des records de participation dans toutes les catégories. Les accidents mortels de l'an dernier n'ont pas refroidi les ardeurs. Et pendant 15 jours, du Maroc au Sénégal, en passant par la Mauritanie et la Guinée, l'Afrique redevient le terrain de jeu d'une caravane à grande vitesse. Elles sont 3, elles viennent de la Nouvelle-Orléans, elles ont croisé la route des plus grands chanteurs de blues à 65, 78 et 81 ans. Elles n'ont rien perdu de leur passion pour le chant. Les Wild Women Blues sont sur scène au Casino de Paris jusqu'à dimanche soir. Elles rendent hommage à Ray Charles, Claude Respo et Philippe Mugerin. Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! À chaque représentation, c'est le même scénario. Avec ce gospel, tout le monde se lève pour plébisciter 3 femmes sauvages, les Wild Women. Ça donne une bonne leçon de vie en tout cas et pas mal d'humilité pour notamment les matins où on fait un peu la gueule et où c'est un petit peu dur de se réveiller. Au milieu, une jeunesse de 81 ans, Linda. À gauche, Maxime. À droite, Mortonette. Les Wild Women chantent le blues. En dehors de la scène, elles affichent le même optimisme, même si chacune a connu son lot de problèmes. Plus que des femmes sauvages, les Wild Women se veulent des femmes libres. Il faut entendre ce mot sauvage dans le sens de liberté, mais pas dans le sens excentrique. C'est comme une fleur dans un pré. Elle pousse librement, mais chacune garde sa beauté.
2 heures de spectacle avec un hommage à Ray Charles. Linda a fait plusieurs concerts avec The Genius, le génie. Il a été l'un de mes guides. Je l'ai aimé comme tout le monde. Je ne crois pas qu'il existe quelqu'un qui n'aimait pas Ray Charles. Et que croyez-vous que font les Wild Women après le spectacle? Elles vont se trémousser dans un club de jazz. Et sans se faire prier, elles chantent du Ray Charles. Ainsi se termine ce journal. Tout de suite la météo de Nathalie Riouet, puis le point route, Julien Pascal, 20h50, un téléfilm de Denis Granier-Defer avec Miu Miu, Ambre a disparu. Et après le journal de Jean-Claude Renaud, à minuit, un spécial Nougaro. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. Bonsoir.